pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Est-ce qu'il y a des Québécois qui pensent qu'on est dans une meilleure situation globalement aujourd'hui qu'il y a cette... C'est que là, on est en train de donner toutes les bases œuvres, là, toutes les décisions difficiles. On est en train de dire à Santé Québec, vous allez couper 1 milliard, peut-être 1,5 milliard. Et nous, ministères et politiciens, on s'en lave les mains, on n'a pas de réponse à donner. Il va falloir inspirer les Québécois et les Québécoises, leur montrer qu'à Québec solidaire, on n'a pas juste le meilleur projet de société, mais qu'on a aussi les moyens de les réaliser. Tout le monde a remarqué qu'il y a eu quelques désaccords la semaine dernière. À partir de maintenant, ces désaccords-là sont derrière nous. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voici Patrick Lagacé. 6 heures, presque 3 minutes. Nous sommes lundi, le 18 novembre. Merci d'être avec nous. Vous pouvez nous écrire au 98-985 Météo avant le tour d'horizon de l'actualité. Pluie ou bruine intermittente qui va cesser en mi-journée. Vent d'ouest, 20 km/h. Des rafales probablement à 40 km/h. Maximum de 10 aujourd'hui, 5 degrés présentement. La nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de 4 degrés. Demain, mardi, soleil, mardi, maximum de 11. Aperçu pour mercredi, soleil, maximum de 8 degrés. Je commence avec des nouvelles politiques. Ça a été un week-end politique mouvementé au Québec. Pourquoi? Québec solidaire, qui est dans la tourmente depuis les commentaires de son député Arun Boisy, était en conseil national en fin de semaine et conseil national aussi du Parti québécois. Je commence avec Québec solidaire. Vous connaissez la saga de Arun Boisy. Il est le député montréalais de Maurice Richard. Et on fait surface des images de M. Boisy la semaine passée, qui était en train de dire, dans un regroupement d'une association maghrébine, il est en train de dire, écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé à l'école Bedford, cette école où il y a des profs maghrébins qui sont accusés là, d'avoir entretenu un climat toxique, des méthodes rétrogrades. Il y avait de la religion là-dedans. Il y avait aussi une vision très, je dirais, passéiste de l'éducation, mais passéiste aussi, peut-être ancrée dans une certaine conception culturelle du rapport maître-élève. On connaît la saga. Et les liens qu'a fait M. Boisy, c'est pour dire que à Cité des Prairies, ce centre de réadaptation de la DPJ, il y a eu une nouvelle, vous l'avez vu, et il y a eu des rapports inappropriés, des rapports sexuels entre des éducatrices, majeures évidemment, et des adolescents en garde fermée mineurs. Et là, il est parti, il s'est mis à jazzer sur le fait que on n'a jamais su l'origine ethnique de ces intervenantes. Et il faisait un lien pour dire qu'il y a une forme de racisme dans la couverture de Bedford où on a dit c'était quoi le lien, l'origine ethnique des protagonistes. Écoutez, évidemment, levée de bouclier. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'origine ethnique des intervenantes qui ont été impliquées dans ce scandale, d'une part. Et ensuite, il n'y a pas de lien religieux non plus. S'il y en a un, qu'on nous le dise. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Il a aussi dit, M. Boisy, que chaque jour, à l'Assemblée nationale, il voyait les mécanismes du racisme, les mécanismes où on rabaisse là, des gens comme des Autochtones, comme des personnes racisées, etc., etc. Et ça a fait une levée de bouclier. Il a été critiqué de toutes parts depuis vendredi, depuis jeudi passé. Et vendredi passé, M. Boisy est allé faire une entrevue à Radio-Canada. Et il n'a pas tempéré ses propos. Il en a rajouté. Il a dit, écoutez, on lui a demandé, avez-vous des exemples? Là? Chaque jour, vous dites qu'il y a des manifestations de racisme à l'Assemblée nationale. Il a donné notamment 2 exemples, ceux de Christian Dubé et de Lionel Carman, qui, selon lui, aurait tenu des propos dérogatoires à l'égard des immigrants quand ils étaient en période de questions à l'Assemblée nationale. On va commencer par entendre la réponse de Lionel Carman à une question de l'opposition, et après ça, on va passer à Christian Dubé. L'impact des nouveaux arrivants sur la demande à la protection de la jeunesse. Et oui, elle est réelle, Madame la Présidente. Il y a des gens qui partent d'Amérique du Sud, des Caraïbes, qui traversent les États-Unis à pied, avec leurs enfants, qui arrivent au Québec, et parce qu'ils n'ont pas les
parce qu'à cause de leur état, la DPJ est appelée et doit intervenir dans ces cas-là. Est-ce que c'est raciste de dire ça? Pour Arun Boisy, c'est raciste. Dès qu'on soulève la question de l'immigration, c'est faire preuve de racisme. C'est enclencher le mécanisme qui met une distance entre les Québécois et l'autre avec un A majuscule. Je vous laisse juger. Moi, j'ai trouvé que M. Carman était extrêmement délicat, extrêmement humain dans sa description du phénomène. Est-ce que c'est le seul problème de la DPJ? Évidemment, non. Mais ça ajoute au problème de la DPJ. Ensuite, M. Boisy a ciblé Christian Dubé. On va écouter la réponse, les propos de M. Dubé qui lui ont valu de se faire traiter de raciste par M. Boisy. Un bon gestionnaire s'ajuste aux décisions et aux situations qui évoluent. Au cours des dernières années, on a, entre autres, 600 000 personnes temporaires qui sont avec nous. Il faut les soigner aussi, Monsieur le Président. Est-ce que ça, c'est raciste, dire ça? Regardez, moi, j'ai déjà souligné le fait qu'à la CAQ, ces jours-ci, chaque fois qu'il y a un problème, on va soulever la question de l'immigration. C'est peut-être vu comme une sorte de bouclier d'invisibilité à la CAQ. Mais la façon dont ces deux ministres-là ont soulevé le fait que l'immigration ajoute au problème des services sociaux, personnellement, vous avez le droit à votre opinion. Je trouve pas que c'est raciste. Et c'est le symptôme, je dirais, d'une certaine gauche hyper progressiste, très concentrée à Québec solidaire, pour qui on vit dans une société raciste. Tout est raciste, tout le temps. Si M. Boisy est arrivé avec des arguments pour appuyer sa thèse selon laquelle, chaque jour à l'Assemblée nationale, il y a des actes racistes, il y a des propos racistes, il y a des politiques racistes, et qu'il avait des arguments forts, bien, peut-être qu'il aurait ébranlé, je dirais, l'opinion publique là-dessus. Mais si c'est ça sa définition du racisme, ces deux déclarations-là, c'est faible. L'autre affaire, si M. Boisy avait le moindre sens politique, il ne serait pas allé en entrevue vendredi dernier. Il n'aurait pas donné d'entrevue à Radio-Canada. Pourquoi? Parce que c'était justement en fin de semaine le Conseil national de Québec solidaire et c'était la rentrée officielle de la nouvelle co-porte-parole féminine, Rouba Ghazal. Un conseil national comme ça, c'est aussi une opération de relations publiques. On a de la couverture gratuite, les médias sont là, on parle des politiques. Qu'a fait M. Boisy? Il a attiré toute la lumière sur lui. Il y a des gens en politique. Mme Dorion de Québec solidaire était de la même, je dirais, catégorie. Il y a des gens en politique pour qui la politique est un théâtre où aller faire son spectacle. M. Boisy a fait ça. Il va avoir beaucoup de likes. Il y a beaucoup de gens là, dans les mouvances antiracistes qui vont le féliciter, qui vont en faire un héros. Et tant mieux pour lui. Sauf que pour Québec solidaire, encore une fois, on semble être déconnecté de la majorité des préoccupations des Québécois. Là, vous avez Québec solidaire qui est obligé, il y a une résolution qui a été votée pour rappeler que les élus de l'Assemblée nationale ne sont pas racistes, mais en même temps, une autre résolution qui a été adoptée au Congrès de Québec solidaire pour dire qu'on appuie M. Boisy. Il va falloir m'expliquer la contradiction là-dedans. T'appuies le gars, mais t'appuies pas ses propos. Il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Pendant ce temps-là, il y a le Parti québécois qui était, lui aussi, en Congrès national. Pas de controverse. Au contraire, très content de commenter la controverse chez Québec solidaire. Et il y a Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui a évité un certain piège. Il y a une association de comté de Sainte-Rose qui aurait voulu forcer les députés péquistes à l'Assemblée nationale à ne plus répondre en anglais aux questions des médias anglophones. M. Saint-Pierre Plamondon qui a dit « on va pas jouer dans ce film-là ». Et aussi, vous l'avez entendu tantôt dans notre montage d'introduction, Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas convaincu par la pertinence de Santé Québec. Un gouvernement péquiste là, pourrait probablement tirer la plug sur l'idée même de Santé Québec. Juste avant de passer à la circulation, une nouvelle qui frappe à la une du Globe and Mail ce matin. Il y a un politicien fédéral qui a fait carrière chez les libéraux, quelqu'un de très respecté, qui s'appelle Irwin Cutler. C'est un député montréalais. Il a été député montréalais basé à Ville-Mont-Royal. Il a été, semble-t-il, la cible d'un complot d'assassinat de la part de l'Iran.
l'Iran était, semble-t-il, à quelques heures de le faire assassiner, M. Cutler, ces dernières semaines. Pourquoi? Bien, c'est un critique acharné de l'Iran et c'est un défenseur de plusieurs prisonniers politiques iraniens. Et semble-t-il qu'il est extrêmement influent, M. Cutler, sur la scène internationale, attire beaucoup de lumière sur des cas que l'Iran voudrait voir rester cachés. Et il y aurait eu un complot d'assassinat. C'est pas la première fois que des puissances étrangères, là, ces dernières années, tentent de faire des meurtres extraterritoriaux. Au Canada, il y a l'Inde, dans l'Ouest canadien. Il y a un militant sikh qui a été assassiné. Il semble que l'assassinat ait été commandé par l'Inde. Aux États-Unis, les Iraniens ont aussi essayé de faire assassiner notamment là, une dissidente féministe qui est extrêmement médiatisée, très présente sur les réseaux sociaux pour critiquer le régime des mollahs. Elle s'appelle Masih Alinejad. 2 complots d'assassinat contre elle. La Chine a des postes de police pour, disons, discipliner les citoyens chinois ou de descendance chinoise. On a vu ça en France, on a vu ça en Grande-Bretagne, on a vu ça au Canada aussi. Il y en aurait à Brossard, par exemple. Donc, ça va être intéressant de voir les retombées de l'histoire de M. Cutler parce que des ressortissants qui ont immigré dans des pays étrangers, qui sont visés par des menaces, par des intimidations, par des possibilités d'assassinat, ça, on a vu ça. Mais qu'un citoyen canadien soit ciblé par un complot d'assassinat parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit, on n'aime pas ce qu'il révèle sur un régime, ça, je vous avoue, c'est du jamais vu. Donc, c'est sûr que cette histoire du Globe and Mail va avoir beaucoup de retentissement aujourd'hui à Ottawa et un peu partout au pays. Je veux revenir sur tous ces scandales d'inconduite sexuelle dans des centres qui sont supervisés par la DPJ. On se souvient tous des révélations du journal La Presse il y a quelques semaines là, à propos de Cité des Prairies, justement, des jeunes, des ados qui ont commis des crimes graves, qui sont en garde fermée. Et il y a 9 intervenantes qui ont été sanctionnées, qui sont soupçonnées d'avoir eu des liens là, intimes et sexuels avec des adolescents. Évidemment, ça a frappé l'imaginaire, ça a causé toute une commotion à la DPJ. Et là, ce qui ressort d'un dossier de la presse aujourd'hui, publié par Caroline Touzin, Ariane Lacourcière et Katia Gagnon, c'est que ce qui s'est passé à Cité des Prairies, c'était la pointe de l'iceberg. Il y a plusieurs autres cas qui ont été excavés comme ça, exhumés par les journalistes de la presse. Il y a 19 employés de centres de réadaptation pour jeunes ces dernières années à Laval, en Outaouais, en Abitibi, dans la région de Québec, en Montérégie et dans Chaudière-Appalaches qui ont été soit congédiés ou qui ont décidé de démissionner pendant une enquête qui explorait là, à savoir si elles avaient eu, et ils avaient eu, des liens incorrects avec des jeunes sous leur garde. Donc, c'est assez surprenant ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse, là. Et encore plus surprenant, c'est qu'on parle, on le sait, là, il y a pénurie de main-d'œuvre dans les centres de réadaptation, dans les centres jeunesse, et on parle d'une éducatrice qui a été congédiée du centre de réadaptation Quartier à Laval, qui a tenté de revenir y travailler par l'entremise d'une agence de placement de personnel. Et là, il y a quelqu'un qui l'a reconnue. Et on a levé le drapeau, comme on dit, et elle a été empêchée de revenir travailler. Mais allez lire ça dans la presse aujourd'hui. C'est assez consternant. On va recevoir Caroline Touzin, qui est journaliste à la presse un peu plus tard. Et toujours dans ce dossier-là, il y a la journaliste Maïssa Ferra qui, elle, a beaucoup de sources dans le milieu criminel, dans le milieu des gangs de rue. Elle sort beaucoup d'histoires qui sont liées à ce milieu-là. Et elle est allée voir des adultes qui ont été sous la garde de la DPJ dans des centres de réadaptation pour leur demander comment vous voyez ça, vous autres, les gars, cette histoire-là, ce scandale-là. Et écoutez, ce qu'elle a recueilli comme commentaire, c'est assez consternant. Les gars, d'abord, se sentent pas victimes du tout. Ces propos-là sont tempérés par un expert là, qui dit là, que être une victime, c'est pas nécessairement se sentir victime. Ils ont été victimes d'un préjudice, c'est sûr, parce que les adultes chargés de les superviser, de les guider dans ces centres de réadaptation, ils ont commis des fautes. Ces jeunes-là n'ont pas reçu les services auxquels ils ont droit, des services pour les ramener dans le droit chemin. Mais elle donne la parole, la journaliste, là, à des jeunes qui ont eu des relations avec des éducatrices. Et c'est assez consternant, là. Tu sais, il y en a un qui dit, son nom fictif est Ricardo, chaque éducatrice minimum dans ses 5 premières années
va craquer pour un gars, je te le garantis. Il y a aussi Steven qui raconte « Elle s'est attachée à moi parce que j'étais son premier vrai bandit. Elle pensait qu'elle pouvait me changer. Je lui ai jamais demandé de faire un truc illégal. » Donc, vous avez plusieurs commentaires comme ça de jeunes qui l'ont vécu, la relation. Et il y a aussi là, ces experts qui disent, écoutez, ça peut être vu dans un milieu d'hyper-masculinité, comme des gangs de rue, comme une sorte de défi. Tu vas te mettre à sortir avec ton éducatrice. Il y a quelque chose comme un trophée de chasse dans tout ça. Et il y a un des jeunes qui explique, les éducatrices sont jeunes quand elles sont là. On le sait, il y a une pénurie de personnel. Donc, les éléments les plus expérimentés ne vont pas vouloir souvent aller travailler avec les jeunes les plus difficiles. Donc, ce sont souvent des jeunes au bas de l'échelle qui n'ont pas une si grande différence d'âge avec les jeunes qui sont incarcérés. Et il y a ce jeune-là qui dit, s'ils étaient intelligents, le système, ils mettraient des vieilles femmes comme éducatrice dans les centres de réadaptation. Personnellement, j'ai jamais eu une femme de 60 ans comme intervenante dans ma vie. La plupart sont jeunes. Et selon ces récidivistes, selon ces contrevenants, bien, tout ça contribue à nouer des liens qui sont, disons, inconvenants avec les éducatrices. Politique fédérale, maintenant, il y a un sondage dans le Globe and Mail aujourd'hui qui nous apprend que plus de la moitié des Canadiens veulent que Justin Trudeau sacre son camp, démissionne. Et la proportion de Canadiens là, qui souhaitent que M. Trudeau ne se représente pas, elle est grandissante. Toujours sur le cas de M. Trudeau, il a fait une vidéo en fin de semaine. On en a entendu un extrait un peu plus tôt. En français, en anglais, il fait une sorte de mea culpa. Il fait une sorte de mea culpa sur les politiques d'immigration du fédéral. On le sait, le gouvernement de Justin Trudeau a ouvert les vannes. L'idée ici, puis je ne veux pas faire peur à Arun Boisy, là, c'est pas d'être contre l'immigration. Le Canada s'est bâti sur l'immigration. C'est comment est-ce qu'on laisse entrer les gens, selon quels critères, dans quelle catégorie, qui on laisse venir au pays. Il semble qu'avant, c'était plus difficile d'entrer au Canada, il fallait être plus formé, par exemple. Là, on a ouvert les portes à toutes sortes de catégories d'immigrants. Il y en a beaucoup plus. La population canadienne a explosé. Notre croissance de population est plus grande que celle des États-Unis, qui est un autre grand pays d'immigration. Mais M. Trudeau dit, écoutez, on a un mea culpa à faire, mais il accuse de mauvais acteurs d'avoir abusé du système, notamment des collèges privés qui attirent des jeunes ici en leur chargeant la totale en droits de scolarité. Donc, pour le collège privé, c'est bon. Et il semble qu'il y a un petit fling-flang, un stratagème qui permet à des personnes qui viennent ici étudier, donc sur un visa d'étudiant, d'avoir une sorte de voie rapide vers la citoyenneté. Donc oui, ils vont être prêts à payer 8, 10, 12 000 $ par année en droits de scolarité si ça leur permet d'accéder peut-être un jour à la citoyenneté canadienne. Ça fait des années que ce système, que ce fling-flang, ce stratagème est dénoncé, il est démontré et que le fédéral fait absolument rien. Le fédéral a sa responsabilité, mais il faut le dire, la province, le Québec a aussi sa responsabilité. On le sait, M. Legault est toujours en train de critiquer Ottawa, Justin Trudeau, pour ses politiques d'immigration, dit qu'il y a trop de réfugiés, trop d'immigrants temporaires, etc., etc. Mais le Journal de Montréal, le bureau d'enquête, a une histoire formidable aujourd'hui qui montre la responsabilité du gouvernement du Québec. On parle du Collège supérieur de Montréal. C'est un collège technique, collège privé, écoutez, Québec a autorisé un record de 12 000 étudiants étrangers dans un seul collège privé, ce Collège supérieur de Montréal. 12 000, c'est plus que ce que McGill, que ce que Concordia ont reçu comme étudiants étrangers dans la même période. Donc, cet établissement-là avait informé le gouvernement qu'il prévoyait accueillir seulement près de 1 200 étudiants pour 2024-2025. On en a accueilli beaucoup plus, 12 000. Comment est-ce possible? Parce que le gouvernement du Québec a quand même délivré les certificats d'acceptation au Québec pour ces étudiants-là. Donc, d'un côté, le gouvernement Legault qui accuse Justin Trudeau de faire preuve de laxisme, d'être négligent. De l'autre côté, on a le gouvernement du Québec qui lui-même permet comme ça à des usines à diplôme de faire rentrer au Québec des gens est-ce qu'ils devraient être ici? La question, c'est pas ça. M. Legault dit qu'il y en a trop. Il blâme Ottawa. Lui-même
sa machine ouvre les vannes et permet à trop de gens de venir s'établir au Québec. Donc, il faudrait peut-être que la main gauche de M. Legault parle à la main droite de M. Legault. Je termine en parlant des États-Unis. D'abord, l'élection de Donald Trump a fait encore plus plonger le dollar canadien. On est à 71 cents présentement, ce qui est parfait quand on veut... c'est parfait pour les exportations canadiennes, mais évidemment, ça a un impact sur les prix à la hausse quand on importe des biens. Sinon, dans le conflit Russie-Ukraine, Washington, finalement, qui a dit oui aux Ukrainiens, vous pouvez utiliser nos missiles, des missiles à longue portée, pour frapper dans le territoire russe. C'est une option qui était demandée, ça, par les Ukrainiens depuis des mois et des mois. L'idée, c'est de frapper les Russes là où ça fait mal. C'est de faire aux Russes ce que les Russes font aux Ukrainiens. Par exemple, frapper des infrastructures énergétiques. Encore une fois, là, dans les dernières heures, les Russes ont lancé une attaque massive contre le système hydroélectrique, le système d'énergie des Ukrainiens. Ça fait mal aux Ukrainiens à l'approche de l'hiver. Donc là, techniquement, semble-t-il que les Ukrainiens vont pouvoir faire la même chose aux Russes. L'idée aussi, c'est de faire sentir à la population russe qu'il y a un conflit. Leur pays est impliqué dans un conflit. Donc, les faire souffrir, eux, pour qu'il y ait une pression sur le politique. Et aussi aux États-Unis, là, toute la saga des nominations qui sont assez consternantes, là, par exemple, comme ministre de la Justice, Matt Gaetz. Matt Gaetz, je vous l'ai dit, là, on en a parlé la semaine passée, personnage sulfureux qui a été soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs, soupçonné aussi d'avoir pris toutes sortes de drogues. Il y a un rapport qui a été fait à la Chambre des représentants. On a enquêté sur lui. Le rapport est prêt pour publication. On a décidé de ne pas le publier. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire « Vous devez, avant que ce gars-là soit nommé, vous devez révéler aux Américains ce qu'il y a dans ce document-là. » Sauf que le président de la Chambre des représentants, qui, lui, pour ne pas nuire à M. Trump, il ne veut pas se mouiller. Sinon, je termine avec un dernier papier à lire aujourd'hui. On sait qu'il y a une rencontre avec le médiateur à Poste Canada. Il y a une grève à Poste Canada depuis vendredi dernier. Analyse intéressante à lire de Yvon Laprade sur l'avenir de Poste Canada. C'est pas une société de la couronne qui va très, très bien. Vous pouvez lire ça dans les journaux des coops de l'information. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. 6 degrés à Montréal, c'est une journée triste et grise qui s'annonce. Dans quelques minutes, on va recevoir Jean-François Lépine pour sa chronique sur les relations internationales et on va aborder cette nouvelle, cette bombe à la une du journal Globe and Mail ce matin. L'ancien ministre fédéral Irwin Cutler, ardent défenseur des droits humains, qui s'est souvent opposé au régime des mollahs en Iran, il aurait été la cible d'un complot très concret pour le faire assassiner en sol canadien. C'est à la une du Globe and Mail. On va en parler avec Jean-François Lépine. Revenons sur les enjeux qui ont été révélés par la presse, là, des relations sexuelles, des relations intimes, évidemment potentiellement illégales et tout à fait inappropriées dans des centres jeunesse, dans des centres de réadaptation de la DPJ. C'est la presse qui révélait ça il y a quelques semaines. 5 jeunes, 9 intervenantes. Ça avait évidemment causé une onde de choc à la DPJ et un peu partout dans la société québécoise. Ce matin, dans un dossier tout aussi choquant, la presse nous apprend que des enquêtes ont été ouvertes sur une vingtaine d'employés de centres jeunesse pour des gestes similaires dans les 5 dernières années, et ce, dans plusieurs régions du Québec. Caroline Touzin est journaliste à la presse. Elle est au bout du fil. Et Maïssa Ferra est journaliste à la presse aussi. Elle est en studio. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrick. Caroline, je vais commencer avec toi. Cité des Prairies, c'était la pointe de l'iceberg. Ce que toi et tes collègues Ariane Lacourcière et Katia Gagnon avaient découvert, c'est que des enquêtes et aussi des congédiements d'éducateurs, d'éducatrices, c'est assez régulier là, en centre jeunesse. Bien, c'est ça. Quand on a dévoilé l'histoire là, il y a quelques semaines, on s'est mis à recevoir des courriels de gens qui nous ont dit « Oui, mais posez donc la question à d'autres CIS et autres CIUS. » C'est comme si c'était assez répandu. Donc, c'est ce qu'on a fait là, à la presse. On a demandé à tous les CIS puis les CIUS
des cas d'éducateurs, d'éducatrices là, qui auraient été soit congédiés ou soit qu'elles auraient démissionné en cours d'enquête, puis on peut en parler tantôt. Là, il y a comme une nuance intéressante à faire. Et là, il y a beaucoup de CIUS qui nous ont répondu, qui ont eu le courage de nous répondre parce qu'il y en a 7 autres qui nous ont renvoyés à la loi d'accès à l'information. Donc, on n'a pas le portrait complet. Là. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait au moins 19 employés de centre jeunesse, dont des éducatrices là, qui auraient commis là, des inconduites sexuelles à l'égard de mineurs dans les centres jeunesse. Donc là, on apprend que c'est régulier et il y a 7 CIS et CIUS qui ont refusé de répondre aux questions. Donc, il y a probablement plus encore là, que les 2 dizaines d'éducateurs et éducatrices qui sont impliqués. Caroline, faut que tu nous parles de ce qui s'est passé au centre de réadaptation Cartier à Laval. Il y a une éducatrice qui a été congédiée. Elle a essayé de revenir travailler par d'autres moyens. Oui, c'est vraiment particulier, là. Donc, le centre Cartier à Laval, c'est un centre pour jeunes garçons, là, jeunes contrevenants. Puis, c'est ça, elle a été congédiée. Et là, je sais pas la période. Est-ce que c'est quelques semaines, quelques mois? Mais elle revient. Puis là, il y a des employés qui disent « Hey, mais elle avait des comportements inappropriés. » Tu sais, il y a du monde qui la reconnaissent. Et là, il a fallu, donc ces gens-là l'ont dénoncé aux autorités. Mais comment c'est possible, tu sais, que quelqu'un qui est soupçonné de comportement inapproprié revienne comme ça? Ben, c'est qu'il n'y a pas eu, d'accusation aux criminels. Tu sais. Puis dans tous les cas qu'on révèle, on a demandé là à tous les CIS et les CIUS est-ce qu'il y a eu des accusations. Puis en tout cas, dans le cas de Laval, on est certain. Dans les 7 cas, il n'y en a pas eu. Donc, il y a comme rien au dossier de l'employé ou s'il y a quelque chose, c'est pas un drapeau suffisamment rouge foncé pour qu'il ne puisse pas aller travailler auprès des jeunes à nouveau. Caroline Touzin, c'est pas la première fois qu'on aborde un autre aspect de ce problème-là, c'est la confidentialité des dossiers d'employés. Ouais. On l'a vu dans les écoles, des profs qui préfèrent démissionner plutôt que d'être congédiés pour des relations qui sont inappropriées avec des élèves et qui vont se faire embaucher ailleurs. Tu peux pas, comme centre de service scolaire, appeler un autre centre de service scolaire pour dire « Est-ce que c'est un croche, ce prof-là? » Mais il semble que ce soit la même chose en centre jeunesse. Oui, ben on a parlé entre autres au DPJ de Laval, là, M. Jean-François Payette, puis il nous disait, il utilisait des termes, polis, là, mais on comprenait, il nous dit, le partage d'informations est très balisé, très encadré sur le plan juridique. La bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, là, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'avec l'avenue de Santé Québec, ça va être plus difficile là, pour un employé de naviguer d'un milieu à l'autre comme ça, là, parce qu'il va avoir un employeur unique. Fait que, donc, les CIS et les CIUS vont pouvoir se transmettre davantage d'informations. Là. Si Santé Québec voit le jour comme prévu. Oui. Ça devrait voir le jour. Oui, c'est ça. Puis là, les informations seraient plus facilement partageables. Mais après ça, donc c'est ça, on verra. Là, ça veut dire que pendant des années, les gens ont pu comme ça se déplacer d'un centre à l'autre. Là, Caroline, je t'invite à rester des nôtres parce que devant moi est assise Maïssa Ferra, qui est journaliste à la presse comme toi. Elle participe à ce dossier-là du point de vue des contrevenants. Maïssa, bonjour. Bonjour. Maïssa, je le souligne pour le bénéfice des auditeurs, tu as plusieurs sources dans le milieu criminalisé. Et souvent, ça apporte là, vraiment un éclairage assez original dans les reportages de faits divers de la presse, dont dans ce reportage-là, dans ce dossier sur les comportements inappropriés d'éducatrices, d'éducateurs. Toi, tu as parlé à des adultes qui ont été des jeunes contrevenants en garde fermée dans des centres de la DPJ et qui ont eu des relations avec des éducatrices. Qu'est-ce qu'ils disent sur la nature de ces relations-là? Bien, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que de leur point de vue, on parle d'une clientèle qui a commis des crimes violents dont certains s'identifient, s'affichent comme étant membres de gangs parfois. Oui. Donc, je veux juste mettre ça au clair. Et c'est des gens, en fait, quand tu vas leur parler,
eux ne se victimisent pas du tout là-dedans. Donc, c'est la première chose, en fait, qui frappe là, quand on voit ces témoignages-là. Pour eux, là, c'est des relations consentantes. L'éducatrice, c'est ma blonde. Il n'y a pas cette notion, ce rapport de domination qu'on pourrait s'imaginer. Là. Et ce qui est particulier, c'est que, ton premier intervenant cité, là, tu lui fais lire les reportages de la presse sur Cité des Prairies et sa réaction, elle est quand même étonnante. Sa réaction, c'est vraiment non, il n'y a pas de victime ici. C'est carrément ça. Donc, en fait, dans le reportage, évidemment, pour nuancer le tout, on a parlé avec des experts, là, des criminologues et des psychologues. Puis, c'est sûr que d'évoluer dans le milieu criminel, ça donne une espèce de pseudo-maturité qu'on appelle. Là. Ouais. C'est-à-dire que la personne, de par la difficulté d'être dans ce mode de vie-là, a de la misère à se voir déjà comme un enfant. Comme si son expérience de vie, son bagage de vie était tellement volumineux que c'est difficile pour eux, en fait, de se voir comme un mineur abusé par quelqu'un. Là. Donc, c'est comme une dynamique... En fait, quand on lit ton reportage, Maïssa, c'est même le contraire. Ils ont, je dis pas qu'ils considèrent leurs intervenantes avec qui ils ont eu des relations sexuelles ou intimes comme des victimes, mais ils voient ça comme une sorte de... une sorte de médaille, peut-être, d'avoir réussi à charmer, entre guillemets, une intervenante. Exactement. Bien, les 3 cas de figure existent. Là. De ce que j'ai compris, il y a des gens qui développent un réel attachement parce que, tu as la proximité avec la personne, tu as quand même un vide d'affection aussi quand tu es dans ces situations-là. Mais il y a aussi une espèce de... J'ai le goût de dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais de défi un peu, là, comme on sait que c'est une catégorie de personnes qui se valorise beaucoup par la conquête aussi. C'est valorisé déjà chez les garçons normalement, mais dans le milieu des gangs de rue criminalisés, c'est très valorisé là, de cruiser l'intervenante. De multiplier là, les conquêtes. Ce qui m'a frappé aussi dans ton reportage, c'est que tu n'as pas juste un ancien détenu de centre de réadaptation mineur qui témoigne. T'en as plusieurs. Ça n'a pas été super difficile d'en trouver pour témoigner que, à l'intérieur des murs, les ados ont des relations avec les intervenants. C'est sûr que j'ai... Effectivement, vous avez raison, mais j'ai ciblé des personnes déjà qui avaient déjà fréquenté des centres jeunesse pour des crimes graves. Là. Donc, on parle de garde fermée, donc la proximité avec les intervenantes était là. Puis, honnêtement... il n'y en a aucun qui m'a dit que c'était pas une situation commune. Donc, soit que la personne l'avait elle-même vécu ou soit que la personne avait été témoin de ça. Donc, c'est sûr que j'ai pas non plus un échantillon exhaustif, là, mais c'était pas, ça semblait pas les surprendre. OK, mais ça, je me tourne encore une fois vers Caroline Touzin. Caroline, tu as signé avec d'autres collègues, Katia Gagnon et Ariane Lacourcière, l'autre volet de ce dossier-là. Mais je veux te faire réagir à un passage du papier de Maïssa Ferra où il y a un gars qui témoigne, il dit « Souvent, les intervenantes sont jeunes, sont très jeunes. Donc, il peut y avoir une proximité, tu sais. Ils sont pas dans le même groupe d'âge, mais pas loin. Comment ça se fait que les intervenantes pour les cas les plus difficiles sont si jeunes? » Ouais, c'est une excellente question, Patrick. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la fameuse réforme Barrette, là. C'est-à-dire que les gens ont pu, les éducatrices et éducateurs d'expérience ont quitté les centres jeunesse et même la DPJ pour aller travailler ailleurs dans le réseau. Ça, c'est devenu possible avec cette réforme-là. Puis là, il manque cruellement donc d'éducateurs d'expérience qui pourraient offrir, qui sont des modèles finalement pour les jeunes éducateurs, jeunes éducatrices, puis qui peuvent aussi les aider à offrir le soutien clinique là. Je veux dire, c'est comme une jeune enseignante qui se retrouve en adaptation scolaire sans aucun mentor. Là, c'est un peu le même parallèle. Là. Qu'est-ce que tu fais avec des jeunes? Maïssa, elle décrit bien. Là. C'est pas des enfants de cœur, mais ce sont des jeunes qui ont besoin d'être réadaptés, mais c'est pas des cas faciles. C'est des jeunes qui ont vécu toutes sortes d'affaires dans le système, puis des fois même qui sont passés en protection de la jeunesse avant de passer en jeune contrevenant, donc de commettre des crimes. Puis là, ils se ramassent avec des éducatrices qui ont 3, 4, 5 ans plus qu'eux, là, environ. Là, donc, c'est pas beaucoup, là. Donc, c'est ça. Il y a eu comme un exode de gens expérimentés du réseau, là, malheureusement. Fait que c'est tout un défi pour le ministre Carman, là.
On va essayer de lui parler aujourd'hui, là, voir comment il réagit à nos nouvelles révélations, là, parce qu'on comprend que c'est pas la pointe de l'iceberg, c'est que la pointe de l'iceberg ce qui s'est passé à Montréal il y a quelques semaines. En effet, c'est un reportage saisissant que tu contribues à signer aujourd'hui dans la presse, Caroline. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci, bonne journée. Caroline Touzin est journaliste à la presse. Maïssa Ferra, aussi journaliste à la presse. Merci d'être venue en studio pour nous parler de tout ça. Merci. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Jean-François Lépine est là pour la chronique internationale du lundi. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Bon, avant d'aller sur les sujets que tu avais planifiés dans la chronique, ce matin, à la une du Globe and Mail, c'est une une qui frappe l'Iran qui aurait tenté de faire assassiner le Montréalais Irwin Cutler. C'est un ancien député fédéral, ancien ministre de la Justice et qui a toujours été très impliqué pour les droits humains, notamment ceux des prisonniers politiques en Iran. Oui, c'est une nouvelle donc du Globe and Mail. On n'a pas le temps de tout vérifier ça, mais il faut en parler parce que c'est important. Un homme de 84 ans, tu l'as dit, il a été député pendant 16 ans au Parlement fédéral, ministre de la Justice et solliciteur général du Canada de 2003 à 2006. Pourquoi serait-il, ça c'était sous Paul Martin, pourquoi serait-il visé? Eh bien, c'est un personnage qui a toujours été un défenseur des droits humains, très critique à l'endroit de régimes autoritaires comme l'Iran. Il a défendu des victimes ou des prisonniers politiques de l'Iran. Il a joué un rôle aussi dans les accusations contre l'Iran, la responsabilité de l'Iran dans cette attaque qui avait provoqué l'explosion du vol de la Ukraine International Airline en 2020 qui avait coûté la vie à 55 Canadiens et 33 ressortissants canadiens, ressortissants permanents. C'est un personnage très critique aussi du Hamas. On dit que depuis octobre 2023, donc l'an dernier, la fameuse attaque du Hamas, il était en surveillance permanente de la part de la GRC, voiture blindée par exemple, accompagnement, parce qu'il était menacé. Je t'en ai déjà parlé, Patrick, de ces pays comme l'Iran, on en a parlé pour l'Inde aussi, qui interviennent contre des membres de l'opposition contre leur pays dans des pays étrangers. Ça se fait au Canada, ça s'est fait, évidemment, il y a des attaques, il y a des accusations présumées à l'endroit de l'Inde, qui a exterminé, qui aurait participé à l'extermination d'opposants sikhs au Canada. Mais l'Iran, je l'avais dit à l'époque, des pays comme l'Iran profitent de liens qu'ils ont établis avec des groupes criminels au Canada pour s'attaquer à des cibles ici, souvent des cibles de prestige, pour intimider les autres qui voudraient suivre le mouvement de critique à l'endroit de l'Iran. M. Cutler, donc, semble-t-il, a été averti le 26 octobre qu'il y avait une menace contre lui au cours des 48 prochaines heures à l'époque, donc le 26 octobre. La semaine dernière, on l'a averti à nouveau que les menaces étaient réduites. Donc, on présume que les responsables qui préparaient quelque chose auraient disparu, en tout cas, ou peut-être quitté même le Canada. Alors, c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. C'est extrêmement important. Encore une fois, une intervention étrangère présumée dans nos affaires intérieures pour défendre leurs intérêts. Jean-François, que des régimes dictatoriaux, autoritaires, éliminent des exilés, intimident des exilés de leurs ressortissants, c'est une chose. Mais qu'on essaie d'assassiner un citoyen canadien qui n'est pas iranien, ça, pour moi, c'est une sorte de nouveau territoire, là. Tout à fait. Les Sikhs, par contre, étaient des citoyens canadiens aussi, ceux qui ont été visés par des attaques au Canada, présumément par l'Inde. Mais effectivement, c'est un citoyen canadien. Le Globe and Mail essaie de spéculer sur... Parce qu'évidemment, la GRC, même M. Cutler lui-même n'ont pas parlé, n'ont pas dit ce qu'ils auraient à dire de tout ça. Mais on présume que c'était une cible qui aurait vraiment... marquer l'attention populaire. Dans cet objectif-là, c'est de vraiment essayer de dissuader ceux qui pourraient embarquer dans une critique encore plus grande de l'Iran au Canada en frappant un personnage de grande réputation internationale qui dirige, il faut le dire, à Montréal aussi, le centre Raoul Wallenberg, qui est un centre de défense des droits humains. Donc, c'est un personnage extrêmement respecté, mais on a vu
selon l'article du Globe and Mail, les services policiers canadiens ont été très efficaces dans la protection de ce personnage-là. OK. Parlons maintenant d'un développement très important en Ukraine. C'est-à-dire que l'administration Biden va permettre à l'armée ukrainienne d'utiliser les missiles tactiques américains pour frapper des objectifs militaires profondément en territoire russe. Oui, M. Biden, qui est au G20, qui n'a pas commenté directement cette chose-là, mais ça a été annoncé. Il faut dire que tout ça suivait, en fin de semaine, il faut le noter, là, il y a eu une des plus grandes attaques aériennes depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. 120 missiles russes, 80 drones qui ont attaqué plusieurs sites partout en Ukraine. Avec cet objectif, Patrick, ça se passe chaque fois au même moment de l'année. Les Russes essaient de frapper le système de production d'énergie en Ukraine pour intimider la population, pour décourager la population. On dit que 60% du système de production d'énergie en Ukraine est dans un très mauvais état, sinon complètement détruit. Ça veut dire un hiver encore terrible de souffrance. Il y a beaucoup d'endroits en Ukraine aujourd'hui ou de villes qui se sont réveillées sans lumière, sans électricité. Souvent, les systèmes sont intégrés. C'est aussi l'alimentation en eau, évidemment le chauffage et tout ça qui est touché par ça. Donc, c'est un objectif de Moscou, encore une fois, chaque année, à ce moment-ci de l'année, pour essayer de miner le moral. Alors, la nouvelle qui est arrivée de Washington est importante. Ça faisait longtemps que le président Zelensky demandait d'obtenir ce droit d'utiliser des missiles tactiques à moyenne ou longue portée pour attaquer des bases militaires russes, des dépôts d'armement à l'intérieur, derrière les lignes de front, pour pouvoir mieux se défendre. Et pour toutes sortes de raisons, les États-Unis, qui sont un peu le leader dans l'univers des appuis à l'Ukraine, les États-Unis hésitaient, mais là on voit que M. Biden passe à autre chose, peut-être en prévision du fait que le président élu Trump arrive au pouvoir dans 2 mois. On ne sait pas quel sera le degré d'appui des États-Unis sous Trump à l'Ukraine. Il a laissé entendre qu'il négocierait une paix en 24 heures. Qu'est-ce que ça va vouloir dire et tout ça? Donc, on a l'impression, mais c'est pas seulement une impression, que Washington, sous l'administration Biden, va profiter de ces 2 mois-là pour accélérer, engager encore davantage les États-Unis dans l'aide à l'Ukraine, dans ce conflit-là indirectement, parce que tout de suite, Moscou a perçu ça comme une agression, comme une hausse de l'intervention américaine dans le conflit. Il faut dire que si les Américains permettent d'utiliser, c'est des systèmes tactiques portables, donc transportables, qu'on appelle Attack MS, c'est des systèmes extrêmement perfectionnés. Ça permet de frapper jusqu'à 300 km à l'intérieur du territoire de la Russie. C'est pas énorme. Et puis, il y a probablement des conditions aussi attachées à ça où Washington dit vous avez le droit de ne frapper que des objectifs spécifiquement militaires, donc dépôts d'armes, aéroports, etc., etc. C'est important, d'autant plus que la Grande-Bretagne et la France ont fourni déjà à l'Ukraine des équipements de ce type-là. Et maintenant que Washington ouvre la porte, la France et la Grande-Bretagne, on le dit, vont suivre. Donc, c'est une nouvelle qui est importante pour le président Zelensky. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va ces opérations-là vont être menées rapidement parce que il y a des urgences. Et on dit que c'est pour ça que Washington a donné cette permission. La Russie préparerait une offensive majeure dans la région russe de Koursk. C'est une région que les qui a été prise par les Ukrainiens. Ont envahi il y a quelque temps. C'est pas beaucoup, là. On parle d'à peu près 1000 km² de territoire russe. Mais là, il se préparait une offensive de 50 000 soldats russes et nord-coréens. Ça, c'est important. C'est un pas de plus du côté russe. On dit que Washington réagit à cause de ça. Il y aurait 12 000 soldats nord-coréens sur le terrain, prêts à appuyer les Russes. Donc, c'est vraiment un autre pays qui se mêle de ça. Ça justifie Washington d'augmenter son implication dans cette guerre-là. Et donc, on va voir ce qui va arriver quand ces missiles-là vont devenir opérationnels, mais il y a certainement, en tout cas, une montée de la tension
encore plus dans cette région-là. L'important pour les Américains, pour les Européens surtout, c'est advenant des pourparlers de paix qui seraient peut-être imposés par, entre autres, les États-Unis, que l'Ukraine soit mieux équipée pour faire contrepoids au pouvoir russe, parce que les Russes, actuellement, gagnent la guerre. Ils sont dans une position de force, même si c'est un conflit extrêmement coûteux. On parle d'1 million de militaires et de civils qui sont morts en Russie et en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est trop. Alors, qu'est-ce que tout ça va donner? Ça va être vraiment intéressant de surveiller la situation. Dernier sujet, Jean-François, tu veux nous parler de la Chine, pays que tu connais bien, évidemment, là, et tu veux nous parler d'une vague de violence, ce qui est assez atypique là, dans ce pays. Oui, tout à fait. Je m'excuse parce que mon téléphone sonnait, excuse-moi. Pas de problème. Non, ce qui est très important, c'est que la Chine, depuis des années, se moque des grandes démocraties de la planète, des pays comme les États-Unis, en vantant son système de sécurité interne. Le fait que ces villes soient des villes extrêmement, sur le plan de la criminalité en tout cas, soient extrêmement bien protégées, qu'il n'y ait pas d'actes violents en Chine ouvertement. Or, depuis des années, il y a une depuis des années, depuis le début de l'année, cette année, il y a une recrudescence de crimes violents qui sont vraiment des précédents en Chine. Comme je l'ai dit, un pays extrêmement bien policé en temps normal. Et ça, c'est un signe de quelque chose qui est en train de se passer dans la société. En quelques jours, là, par exemple, dans le sud de la Chine, la ville de Zhuhai, qui est une ville extrêmement moderne, où se tient à ce moment ici un important salon aéronautique, le plus important de l'Asie en tout cas, un adulte au volant d'un SUV a foncé dans une foule devant un centre sportif de Zhuhai. 35 morts, 43 blessés. On ne sait pas trop les motifs de ce personnage-là, puisqu'il a tenté, semble-t-il, selon les autorités chinoises, de se suicider. Il serait dans le coma. Mais ce qui est important, c'est que quelques jours après, samedi soir, heure de Chine, un jeune homme de 21 ans a fait une attaque au couteau dans son ancienne école de métier, une école professionnelle, dans la ville de Wuxi. Là aussi, une ville extrêmement moderne, près de Shanghai, un hub de haute technologie. Il a tué 8 personnes, en a blessé 17, arrêté par la police. Il a raconté sa frustration, écoute ça Patrick, c'est important, d'avoir raté sa promotion à cette école-là à cause d'un échec à un seul de ses examens. Il a aussi dénoncé le fait d'avoir été sous-payé pendant tous les stages qu'il a fait en entreprise au cours de ses études. Il critique aussi les conditions dans des employés dans les usines de Chine. Alors ça, c'est, on voit une dimension là, un peu différente, critique sociale, extrêmement importante derrière ce geste-là. Et c'est pas le geste comme ça. Il y en a eu depuis le début de l'année. On en compte en tout cas certainement plus qu'une douzaine de gestes comme ça qui, chaque fois, il faut le dire, les réseaux sociaux qui sont très forts en Chine s'inquiètent de ça. Cette fois-ci, après le deuxième attentat en quelques jours qui s'est produit samedi soir, les internautes chinois ont commencé à dire « encore ». Combien de cas cette semaine encore, etc., des remarques comme ça, jusqu'à ce que les censeurs du gouvernement vraiment ferment la conversation à l'échelle du pays sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que, et c'est une façon systématique de fonctionner en Chine, quand des choses comme ça se produisent, qui sont tellement inusitées, qui révèlent un problème, les Chinois sont très rapides à détruire les traces de tout ça. On a vu entre autres à Zhuhai, en fin de semaine, quand les gens laissaient sur place, on parle d'une trentaine de morts, là, laissaient sur place des bouquets de fleurs, comme ça se passe souvent dans ce genre de circonstances-là, on voit la police secrète passer tout de suite après et enlever les fleurs. Encore une fois... Ils enlèvent les fleurs? Exactement. Puis Jean-François, on n'est même pas dans un attentat politique, là. Ce sont des désaxés, et même ça, c'est pas permis, là. Tout à fait. De mémoriser, de perpétuer la mémoire là, de ce qui s'est passé. Là. C'est l'obsession de contrôle, le fait que ça inquiète les gens, ces attentats-là. Il y a eu même des attentats. La plupart du temps, ce sont des attentats au couteau. Pourquoi? Parce que les Chinois n'ont pas accès à des armes. Encore une fois, l'obsession de sécurité. Donc, couteau. Il y a eu des massacres dans des Walmart. Il y a eu des étrangers qui ont été victimes de ça. On a parlé à un moment donné d'une vague de haine contre les étrangers. Mais au fond de tout ça,
Ce que je veux dire en parlant de ça, et ce qui inquiète beaucoup le président Xi Jinping, qui lui aussi est au G20 aujourd'hui, le président Xi Jinping a pris la peine de faire une déclaration à la télévision pour dire que la Chine devrait mieux prévenir ce genre d'attaques qui se déroulent partout dans le pays. Il parle d'un phénomène extrêmement grave qu'on devrait prévenir. Mais encore une fois, il faut voir derrière ça quelque chose de peut-être plus grave, un sentiment de révolte qui se manifeste pour toutes sortes de raisons. Mais tout ça se déroule, Patrick, au moment où l'économie chinoise va extrêmement mal. Les jeunes sont de plus en plus démobilisés à cause de la concurrence extrême qu'ils doivent vivre sur le marché du travail, entre autres, des salaires qui sont pas assez élevés. Il y a une critique sociale en Chine actuellement. Les prix de l'immobilier, entre autres, tombent. L'économie ralentit. Le gouvernement essaie de stimuler l'économie par toutes sortes de moyens, mais ça ne fonctionne pas suffisamment. J'ai vu, moi, encore des amis chinois qui viennent à Montréal et qui me parlent de ce sentiment-là. Alors, si on ajoute à ça ces événements qui se produisent depuis le début de 2024 à une fréquence quand même importante dans des lieux publics, un phénomène qui est absolument spectaculaire parce qu'il n'a jamais été vu en Chine, c'est un signe, en tout cas c'est une indication qu'il se passe quelque chose en Chine qui inquiète les autorités au point que le président a dû intervenir vraiment à la télévision de façon publique. Jean-François, merci. On va se retrouver pour une autre chronique internationale dès vendredi. Je te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Félix Séguin, journaliste au Journal de Montréal à TVA. Et là, il signait avec des collègues en fin de semaine un reportage, ma foi, assez saisissant pour ceux qui ont grandi à une époque où les Hells Angels étaient tout puissants au Québec. Ben là, ils mettent le genou par terre. Salut Félix. Bonjour, Patrick. Félix, je lisais en fin de semaine ton reportage et celui de tes collègues, les Hells, qui veulent une sorte de paix négociée avec ces groupes, et petits groupes criminels, mais très violents, là, qui les harcèlent pour le contrôle du marché de la drogue dans l'Est du Québec, mais pas seulement. Pensais-tu voir ça un jour? Ben non, parce qu'on est habitué, autant moi que toi, puis plusieurs de tes auditeurs, à voir ces Hells Angels omnipotents qui contrôlent toute la région, toutes les régions du Québec, et puis qui sont les seuls maîtres dans l'approvisionnement en stupéfiants et dans la vente aussi. Non, je ne pensais pas voir ça, parce qu'au fond, ça fait précisément 24 ans et demi qu'on n'a pas vu ça. Le 21 juin 2000, dans un restaurant de Laval, a-t-on écrit avec Éric Thibault et Marc Sandrewski dans le Journal de Montréal, les Hells Angels du chapitre Nomade. Avant, il y avait un chapitre qui s'appelle le chapitre Nomade là, des Hells Angels. C'était leur chapitre guerrier, duquel Maurice Boucher était le chef. Se sont assis avec le clan dominant à l'époque de la mafia montréalaise, qui était celui des Siciliens de Vito Rizzuto, puis on a conclu un accord. Puis, cet accord-là disait que les Hells allaient contrôler, entre autres, l'approvisionnement, la distribution, puis le prix de la cocaïne à Montréal. Mais en contrepartie, les motards laissaient beaucoup de terrain à la mafia italienne. Alors, c'était un peu sous l'adage là, du mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès dans ce cas-là, parce que Vito Rizzuto est extrêmement puissant. Alors, il a gardé des territoires comme Saint-Léonard, Huntsic, Rivière-des-Prairies. Les Hells Angels se sont séparés d'autres territoires. Il y avait même, Patrick, à ce moment-là, un dessin qui avait été fait presque sur le coin d'un apron, qui avait été saisi par la police, où tu voyais, par exemple, l'île de Montréal, bien séparée, où c'était bien indiqué qui vendait où. Là, présentement, les Hells sont aux prises avec un groupe qui s'appelle BFM, Blood Family Mafia, un groupe très brutal. Je sais que c'est un monde brutal, le crime organisé, mais quand même, là, on parle de séances de torture qui ont été filmées. Les vidéos ont été envoyées aux membres des Hells pour leur faire peur, leur envoyer un message. Est-ce qu'on sait s'il y aura bel et bien une paix, là? Je sais qu'il y a des négociations, mais penses-tu qu'ils vont s'entendre? Honnêtement, plusieurs sources affirment qu'ils sont très craintives pour une paix, disons, durable. Parce que, rappelons-nous, le conflit entre le Blood Mafia Family de Dave Turmel puis les Hells Angels, ça commence au début de 2023, alors que ce jeune caïd de Québec va faire ce qu'on appelle un burn. Un burn, c'est quoi? C'est un vol d'une cargaison de drogue ou d'argent. Alors, il va dérober 28 kilos de cocaïne aux Hells Angels. Donc, ça vaut 1,5 million de dollars. Alors là, la guerre commence un peu comme ça dans le coin de Québec. Et là, il semble que le
promoteur Mario Auger se soit rendu un peu plus tard, en 2023, en Europe, où c'était Red Dave Surmel, qui, rappelons-le, est en fuite pour lui proposer de faire table rase. Et on oublie la dette qui vient du burn. On donne des territoires comme Charlesbourg et Lévis. Tu n'as pas besoin de payer de taxes. Alors ça, c'est la proposition qui a été déclinée par Dave Surmel. Mais ce qui est important, au fond, c'est que Dave Surmel, pour la police, présentement, là, dans le gros paysage du crime organisé, disons, pan-canadien ou transfrontalier, c'est personne, Patrick. C'est personne. Parce que c'est un petit caïd qui fuit des accusations relativement qui sont pas très graves. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un peu le terreau pour que plusieurs autres groupes viennent assaillir les Hells Angels, comme le Arab Power, comme un gang de Saint-Léonard en particulier, comme les Profit Boys et les Profit Collectors qui travaillent pour les deux côtés, mais on ne rentre pas là-dedans. Et bref, ils ont créé ce terreau-là, pour que les Hells soient attaqués de toutes parts. Alors, ils n'ont pas le choix de donner un peu pour avoir la paix un peu aussi. Est-ce que les Hells auraient les moyens de se défendre, de se lancer dans une guerre contre ces petits groupes criminalisés? Ben oui. Ils auraient les moyens. Pourquoi ils le... Écoute, on souhaite pas ça, que ça commence à se tirer dans les rues, mais pourquoi ils le font pas? Ben, pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, les Hells Angels ont un problème, mais on l'a déjà évoqué, toi et moi, de recrutement. Que les plus jeunes gangs là, qui copient leur criminalité beaucoup sur les modèles des gangs de rue n'ont pas. Et il y a un problème de recrutement, affirment les sources policières. Il y a un problème de vieillissement, affirment ces mêmes sources. Celui-ci fait en sorte que, pensez-y 2 secondes, les Hells Angels, là, pour avoir parlé à plusieurs, là, ils sont, et là je mets de gros guillemets, là, raisonnables quand il s'agit de leur propre vie puis de leur propre criminalité. Quand ils ont 65, 66, presque 70 ans comme les membres de la région de Québec, est-ce que tu veux commencer une guerre qui implicitement va amener des tentatives de meurtre, on présume, des événements violents, même des meurtres, qui risquent, eux, de devoir faire accuser puis croupir pour le restant des jours en prison? Ben non. La réponse, c'est non. Ils sont dans ces termes-là, ils sont en tout cas raisonnables, entre guillemets. Donc, quand on vieillit, on s'assagit et on négocie, même chez les Hells Angels. Oui, et par contre, Patrick, en terminant, il y a quelque chose que je trouve important dans ça. C'est les Hells Angels, rappelons-nous, est toujours en termes de membership l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Et il serait aussi possible, nous racontons chez les policiers, que ces mêmes Hells Angels-là puissent donner des parties de territoire pour les reprendre un peu plus tard, gardant en mémoire, justement, tout ce qui s'est produit. N'est-ce pas? Alors, c'est pas impossible. On va suivre ça avec intérêt. Félix, toujours un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de parler à nos auditeurs ce matin. Je te souhaite une bonne journée. Avec plaisir, au revoir. Félix Séguin, journaliste d'enquête qu'on peut lire sur tout plein de plateformes de Québécois, notamment le Journal de Montréal et TVA. Voici Patrick Lagacé. Je reçois en studio 2 personnes dont vous avez suivi les mésaventures ces dernières semaines, depuis 1 mois exactement. Il y a Bénédicte qui se joint à nous pour parler de l'histoire de Angélique Croteau. C'est cette pauvre jeune femme qui a été grièvement blessée par un coup de feu alors qu'elle était assise sur son lit, dans son appartement. Ça se passait il y a 1 mois exactement. L'accusé s'appelle Marcel Potvin. Et il y a des développements dans cette histoire-là, Bénédicte. Oui, Marcel Potvin, 65 ans, on le rappelle, qui est accusé d'avoir gravement blessé Angélique, qui est sa voisine, dans le fond, de quelques étages au-dessus. On se rappelle que c'est dans un immeuble à Repentigny. Ce qu'on a appris vendredi, c'est qu'il va pouvoir retrouver sa liberté en attendant la suite des procédures. C'est le juge qui a décidé comme ça. Il y aura une longue série de conditions à respecter, mais donc il va pouvoir être en liberté en attendant la suite des procédures. Parmi les conditions, évidemment, ne pas se retrouver à proximité des lieux où Angélique se promène, des lieux où Angélique travaille, par exemple. Mais c'est ce qui a été donc décidé du côté du palais de justice ce vendredi dernier. Angélique Croteau est en studio ainsi que son père Stéphane Croteau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Angélique, je vais commencer avec vous. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Vous avez une meilleure voix qu'il y a 3 semaines environ quand vous aviez parlé à Bénédicte. Oui, ça va mieux. On m'a enlevé ma sonde, fait que c'est sûr que là, ça va super mieux.
Mais il reste quand même que j'ai quand même encore des séquelles, des choses à guérir, mais sinon, ça se passe mieux. OK, je veux pas vous faire vivre un traumatisme, mais pour les gens qui n'auraient pas entendu parler de votre histoire, là, racontez ce qui s'est passé il y a exactement un mois. Il y a un mois, dans le fond, c'était le vendredi soir, le 18 novembre. J'étais couchée dans mon lit, en train de scroller sur mon téléphone. Mm-hmm. Puis, j'allais bientôt me coucher, puis j'ai entendu un énorme boom qui a démoli mon lit. Dans le fond, je me suis lancée sur le sol pour... parce que j'ai eu peur. Votre lit, là, a été détruit par le coup de feu. Ouais. OK. Mais puis, vous ne saviez pas que c'était un coup de feu à ce moment-là? Non, j'avais aucune idée. Je croyais que c'était mon lit qui avait explosé. Je sais... Qui avait cassé. Ouais, parce que jamais on se dit que tu vas recevoir une balle dans ton lit, là, tu sais. Fait que c'était comme la dernière affaire que j'avais pensé. Fait que quand j'étais par terre, j'ai vu le sang dans mon lit. Fait que c'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai crié. Là, je voyais que les gens ne venaient pas m'aider. Fait que j'ai commencé à ramper jusqu'à ma porte, tout en criant, bien sûr. Rendu à ma porte, je l'ai débarrée, je l'ai ouvert un peu. Puis j'ai crié plus fort encore dans le couloir parce qu'il y avait de l'écho. Fait que je me suis dit qu'on allait encore mieux m'entendre. Quelques secondes plus tard, il y a mon concierge Eric qui est venu m'aider. Puis ils ont appelé l'ambulance, puis c'est ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on a compris qu'un de vos voisins, là, qui était 2 étages plus bas, Marcel Potvin, était, semble-t-il, ivre. Il a tiré un coup dans le plafond et ça vous a atteinte. Exactement. Votre père est là avec vous, Stéphane Croteau. Stéphane, d'abord, merci d'être là. On a appris là, la semaine passée que Marcel Potvin avait été libéré en attente de son procès, conditions strictes, garde fermée, cure contre l'alcool, etc. Comment vous avez réagi en apprenant qu'il était libéré? Écoute, avec la gravité des blessures que ma fille a eues, j'ai trouvé que c'était tellement insouciant de sa part, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait être libéré, même en attendant son procès. Mais on m'a dit qu'il était pour avoir une panoplie de conditions à respecter, incluant un 6 mois en thérapie fermée. Puis j'ose croire qu'il va briser ces conditions puis qu'il va pouvoir retourner en prison. C'est tout ce que je souhaite pas mieux. Je suis sans mots, je vous le dis. Là. Pas que je suis sans mots, mais je veux faire attention à ce que je dis. Vous voyez? Je comprends. Vous avez été beaucoup éprouvé par ce qui est arrivé à Angélique et on le comprend, M. Croteau. Angélique, quand vous avez appris que M. Potvin était libéré en attente de son procès, est-ce que vous avez réagi comme votre père ou vous êtes, disons, vous avez des meilleurs sentiments face à ça? Je dirais pas que j'avais des meilleurs sentiments, mais j'étais vraiment déçue parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Il aurait pu me tuer quelqu'un d'autre, blesser quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit libéré. Là. Bénédicte? La dernière fois qu'on se parlait, justement, là, tu dis ce qu'il a fait, c'est pas pardonnable. Tu disais que tu lui en voulais pas, que tu lui pardonnais. Là, je comprends donc que ton sentiment a un peu progressé par rapport à ça. Exactement, parce que au début, je réalisais pas à quel point ça avait affecté ma famille. Puis j'ai vu à quel point ça avait affecté ma famille, puis fais-moi pas du mal, mais fais-moi pas mal encore plus à ma famille, parce que, tu sais, non. Fait que j'ai réalisé, puis j'ai vu que ce qu'il a fait, c'était vraiment pas pardonnable, puis c'était vraiment irresponsable. Stéphane, quand les avocats, quand les juges prennent une décision, ils vont souvent justifier la décision en invoquant le principe de la confiance du public dans le système de justice. On ne peut pas faire ci parce que le public va perdre confiance dans le système. On va faire ça pour maintenir la confiance du public. Vous, si je comprends bien, là, ça ne vous aide pas à garder votre confiance envers le système de justice, là, ce qui s'est passé, là, la libération de M. Potvin. Pas tellement, non. Non, effectivement, avec un jugement comme ça, je connais pas son passé, dans le fond. Là, je peux pas dire non plus que s'il avait rien fait avant, ou peu importe. Ce qu'il a fait à ma fille là, sans le vouloir parce qu'elle n'était pas visée, c'est... Mais décharger une arme à feu dans le plafond... Que tu la nettoyais, que tu voulais te suicider, ou peu importe, là...
ton arme, là, si elle était chargée pour te suicider, là, pourquoi tu t'es pas tiré? Pourquoi tu t'es manqué? Puis si tu l'avais, pourquoi qu'elle était chargée? Il n'y en a pas de bonne raison. Il n'y a aucune bonne raison de jouer avec une arme, surtout quand tu es sous et que tu es un irresponsable. Je peux pas croire. J'ai de la misère à délier que ça pour vrai. Là. Non, on sent que vous êtes en colère. Vous l'étiez à l'époque, vous l'êtes encore là. Ouais. Angélique, Oui. comment votre vie a changé depuis que vous avez été atteinte par la balle de M. Potvin? Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ça a changé radicalement, genre. Super rapidement. J'ai même pas le temps de dire bye à mes chats avant de partir en ambulance. Mais... Puis vous avez des séquelles aujourd'hui? Ouais. Le soir, quand j'essaie de dormir, ça m'arrive souvent d'y repenser. Fait que c'est plus compliqué de dormir. Puis je le précise pour les auditeurs, au début, quand on vous a sollicité pour une entrevue, votre père Stéphane était volontaire pour venir en studio. Vous, c'était supposé, Angélique, d'être au téléphone parce que vous avez de la misère à vous déplacer. Et là, vous êtes venu. Oui. Vous marchez difficilement avec une canne, mais je vois là en régie, il y a votre chaise roulante. Oui. Pour vous aider à vous déplacer. Oui. Fait que ça a vraiment changé votre vie. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les blessures? Parce que tu étais assis sur ton lit, mais c'est ton bassin au complet. Mon bassin, ma vessie, mes intestins. Puis ma hanche aussi. Donc, quand on dit, Angélique, puis souvent dans les policiers vont utiliser cette expression-là, la vie de la personne n'est pas en danger. Quand on a dit ça dans votre cas, je me suis dit immédiatement, non, sa vie n'est peut-être pas en danger, mais sa qualité de vie va être affectée. Exactement. Puis ça a été affecté parce que l'expérience de l'hôpital, l'expérience du coup de feu, ben, toute l'expérience depuis un mois, genre... ça fait un mois jour pour jour. Ouais, ça fait un... Ouais. Ça l'a changé radicalement et comme... Si je pense juste à ça. Si ça peut être d'un quelconque réconfort, Angélique, là, quand on a parlé de ton histoire avec Bénédicte, là, tu lui avais parlé, elle avait parlé à ton père, les auditeurs ont été nombreux à réagir, ont été scandalisés par cette histoire-là et ont été nombreux à témoigner aussi d'un grand appui pour toi. Donc, merci d'être venu nous voir pour nous raconter ton histoire ce matin. Stéphane, merci aussi d'avoir accompagné votre fille et de l'accompagner là-dedans. Je pense que... Est-ce qu'on peut remercier les gens? Ben, allez-y. Ben, je voulais juste vous remercier de tous les messages que vous avez envoyés. Même pour les gens que je connais même pas, ils sont venus m'écrire, m'encourager. Puis je vous remercie beaucoup. C'est vraiment gentil. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien. Puis ceux qui nous ont supportés sur le GoFundMe aussi, ça fait du bien. On en avait vraiment, vraiment besoin. Fait que je voulais vous remercier pour ça. Fait que merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous deux. C'était Angélique Croteau, Stéphane Croteau. Angélique a été victime d'un coup de feu de Marcel Potvin. Stéphane Croteau et son père qui l'accompagnent. On va suivre le dossier. Merci, Bénédicte. Très content d'accueillir en studio Arnaud Soli, vous le connaissez, humoriste, funambule aussi des internets qui nous présente son deuxième one-man show. Salut Arnaud. Funambule des internets, je n'avais pas entendu celle-là encore. Mais, écoute, pendant la pandémie, j'en profite pour te dire merci. On a déjà parlé de tes performances sur les réseaux sociaux. Tu as été, je pense, d'un grand réconfort pour beaucoup de monde sur les réseaux sociaux avec tes prestations. Donc, merci, oui. D'où le terme funambule. Ouais. Bon jus. C'est quoi ce bon jus comme titre de One Man Show? C'est plein de choses. Je veux pas trop révéler, mais le bon jus, ça a plusieurs sens dans le spectacle. Mais c'est un show qui s'oriente un peu autour de mon parcours à moi et de ma femme en procréation assistée. C'est notre quête d'avoir des enfants qui a duré des années. Puis quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mais en tout cas, personnellement, j'en ai pas vraiment parlé publiquement. J'en ai même pas tant parlé à mes amis pour réaliser pendant un souper à un moment donné qu'on était à la même clinique de fertilité qu'un couple d'amis depuis des années. Eux aussi n'en parlaient pas. Eux aussi n'en parlaient pas. C'est dire comment il y a peut-être un tabou encore autour de la procréation assistée, l'infertilité. Je pense pas que c'est... Je pense que ça vient avec de la honte. Je pense que ça vient avec le fait que les gens aiment pas... veulent pas déranger avec leurs histoires. On parle des belles histoires d'enfance, mais tout ce qui est...
tout ce qui est plus sombre, nous, dans notre cas, ça a fonctionné. Donc là, je peux le dire, c'est pas un punch. J'ai des enfants en santé, mais ça a été quand même très, très laborieux. Puis je voulais un petit peu creuser ça comme espèce de grand thème de mon spectacle, qui parle de plein de choses, évidemment, aussi. J'ai été surpris quand même de te voir, de constater que tu allais là. Quelque chose d'intime. Ouais. Tu dis qu'il y a une part de honte, mais c'est très intime à la base. Ouais. Tu vas en parler t'en parles devant des milliers de personnes sur scène. Puis c'est incroyable comment la réponse des gens, après ça, je prends le temps de parler aux gens, les gens m'écrivent, ça touche beaucoup de gens. Donc, tu sais, on part toujours du personnel quand on veut raconter une histoire, mais finalement, on veut toucher à l'universel. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de gens de proche ou de loin. Cette quête-là de parentalité, on raconte souvent les belles histoires, mais il y a des histoires difficiles aussi qui sont importantes à raconter. As-tu eu de la misère à écrire ça? Ben, je pensais même pas aller là, puis j'ai commencé à écrire mon show, puis je me suis dit, hey, je vais parler de ça, mais ça va être au pire un petit numéro, comme un entrefilet. Puis finalement, j'écrivais. Là, j'ai dit, j'ai une demi-heure là-dessus, ça se peut pas, je ferai pas un show sur mes enfants. Puis tu sais, en humour, c'est un sujet qui est un peu cliché, hein, les enfants. Moi, bref, j'ai le cauchemar de faire de l'humour cliché, mais à un moment donné, tu le racontes à ta manière, avec ton angle, avec ta saveur. Mais à un moment donné, Arnaud, tu te retournes, tu vas voir madame, tu y montres le texte, puis tu te dis, lis ça, puis reviens-moi. Bien, Laurence, ma femme, est venue à mes premiers rodages, c'était des lectures. Elle était d'accord. Oui, elle était non seulement d'accord, puis j'y en parlais, puis on débriefait à la maison. Hey, ça a-tu du sens? Ça, trouves-tu que c'est bien raconté? Ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est-tu délicat comme ça? Parce que, tu sais, ma femme, c'est une auteure dans la vie, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sensible et c'est aussi ma partenaire de vie. Donc, c'est important qu'elle soit dans le bateau avec moi là-dedans. OK, t'es déjà en train de présenter le spectacle un peu partout. La première médiatique va avoir lieu à Montréal en mars prochain. Ouais. Mais t'as donné à ton équipe de production une instruction, pas de spectacle la fin de semaine. Non. Pour être avec les filles. Pour être avec la famille, oui. Parce que première tournée, presque 200 spectacles. J'ai eu 2 enfants à l'intérieur de ces 4 années-là. Puis c'était difficile. Partir les fins de semaine, surtout depuis que les filles sont à la garderie, c'est nos moments en famille, les fins de semaine. Je me sentais coupable, tu sais, de partir faire des jokes au Saguenay, laisser ma blonde avec Rien contre le Saguenay? J'adore le Saguenay. D'ailleurs, on s'accrochait les pieds au bar souvent au Saguenay. C'était des bons moments de détente avec mon technicien. Mais je me sentais quand même coupable. Donc là, j'ai dit à mon équipe, spectacle la semaine, fin de semaine en famille. Mais ceci étant dit, si t'es pas en spectacle le samedi soir, le dimanche, tu te prives de milliers de dollars. À date, mes salles sont pleines les mardis, mercredis, jeudis. Fait que. Parce qu'il n'y a pas de show non plus le vendredi. Le moins possible. OK. Ouais. Mais tu te prives quand même. Mais Arnaud, ouais. je comprends que tes salles sont pleines le reste du temps. Bravo, et je pense que c'est mérité. Mais tu as quand même sciemment choisi de laisser du cash sur la table. Oui, c'est un choix. Mais tu sais, à un moment donné, le cash, ça achète pas les premiers pas de ma fille, puis le cours de danse de l'autre, puis les sorties. Je veux dire, pour moi, ça, c'est le plus important parce que ça s'achète pas, puis ça reviendra pas. Puis c'est cliché quand on dit ça. Les gens qui ont des enfants, ils savent. Ça passe vite, puis à un moment donné, quand tu manques un moment, il revient pas ce moment-là. Fait que moi, je veux pas manquer ça. T'sais. OK. Tu as fait, avec ton émission à nouveau, que j'aimais beaucoup, que j'étais triste de voir disparaître, tu as fait toutes sortes de sketchs. Ouais. Et je regardais certains des sketchs, puis je me disais, il y a des humoristes qui disent on peut plus rien dire. Mm-hmm. Vous autres, vous avez réussi à tout dire. Pas loin. Écoute, les 2-3 affaires qu'on s'est fait censurer, je mets des guillemets, c'était en lien plus avec des trucs à l'interne chez Bell, où est-ce qu'on faisait des blagues sur l'intimidation dans Occupation Double, des sujets qui étaient super chauds. Ça, ils ont dit non. Il y a un sketch qu'on avait tourné, puis ils ont tiré à plug à la dernière seconde, mais c'est un cas rarissime. Sur 300 sketchs, je te dirais, il n'y a pas grand-chose qui a été coupé. On avait aussi la chance, je pense, de faire jouer des choses à différentes personnes. Quand une fille va faire un sketch sur telle affaire, ça passe pas de la même manière. Quand, je sais pas, Anas puis Rich, qui sont des humoristes racisés, vont faire des jokes sur certains sujets, ça passe pas de la même manière. Fait que quand tu fais du sketch, t'as une panoplie d'outils devant toi. Je pense qu'on avait un certain tact, mais après... c'est sûr qu'il y a des jokes qui dépassent la ligne. C'est sûr qu'il y a des trucs que je ne referais pas de la même manière. C'est sûr que, tu sais,
c'est ça qui est beau en humour, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu essayes, il faut que tu te dépasses la ligne pour y revenir. T'sais. Mais quand tu entends des humoristes, ici ou ailleurs, qui disent à cause du politiquement correct, à cause des woke, on peut plus rien dire, qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? Je comprends ça vient d'où, cette notion-là. C'est la peur aussi de l'espèce de cancel culture de l'Internet, où est-ce que tout, finalement, le clientélisme d'Internet qui fait que tout le monde a finalement son mot à dire sur tout et que ça... Et parfois son mot à hurler. Et puis là, il y a des diffuseurs qui sont frileux, il y a des annonceurs qui sont frileux. On fait une petite tempête médiatique autour des fois de presque rien. Donc, je comprends ça vient d'où, cette peur-là. La vérité, c'est que légalement, à moins que tu aies des propos haineux ou diffamatoires, tu peux absolument tout dire. On est extrêmement chanceux de vivre dans un pays où est-ce qu'il y a une réelle liberté d'expression, surtout quand on se compare avec d'autres endroits dans le monde. Et comme humoriste, c'est à nous de choisir les combats qu'on veut mener. Il y a des humoristes qui font de l'humour plus social et puis qui gèrent une armée de trolls sur les réseaux sociaux. Puis il y a des gens qui n'ont juste pas la patience de se battre pour défendre des jokes. Je recule un peu la cassette. Quand ton émission à nouveau s'est fait dire non, pas de sketch sur les controverses à Occupation Double, le créateur en toi a réagi comment? Écoute, il faut choisir ses combats. Moi, on a fait 3 années de Club Soli. La première année, j'étais un chien enragé dans un studio. Si on me disait non à quelque chose, je disais « Hey! Il faut dire ce joke-là! » Année 3, je choisissais mes combats, Pat. Je disais « Hey, regarde, tu sais quoi? Mes filles dorment pas, là. Je vais garder mon énergie pour la maison. » Fait que, honnêtement, on a été très, 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 très chanceux parce que presque tout passait, puis ils nous faisaient vraiment confiance, surtout dès que l'émission a commencé à gagner des prix, puis avoir une certaine reconnaissance, puis des bonnes cotes d'écoute. Le diffuseur a fait « Hey, allez-y ». Il regardait un peu les textes, mais c'est vraiment de choisir ses combats. Arnaud, c'est toujours un plaisir de te croiser. C'est toujours trop court. La prochaine fois, je vais faire de l'espace pour te garder un peu plus longtemps. Ton spectacle, Bon Jus, OK, les dates, ça se vend très, très bien. Et il reste quelques billets pour le spectacle du 16 janvier à Sainte-Thérèse. Première médiatique au Théâtre Saint-Denis le 12 mars. Bonne chance avec ça. Merci, Pat. Merci beaucoup. C'était Arnaud Soli.